Son corps heurta la table avec un fracas qui réduisit le restaurant entier au silence. Les assiettes volèrent en éclats, les verres se renversèrent, le vin rouge macula la nappe blanche comme du sang, et tandis que le gérant la maintenait par les cheveux, tandis qu'elle sentait le tissu de son uniforme se déchirer à l'épaule, tandis que les larmes brûlaient ses yeux. Personne ne bougea, personne ne dit rien. 50 personnes qui regardaient, 50 personnes silencieuses. Mais il y avait quelqu'un que personne n'avait remarqué. À la table 17, dans le coin le plus sombre du restaurant, un homme en costume noir venait de reposer sa fourchette. Ses yeux ne clignèrent pas. Son expression ne changea pas. Mais sa main était déjà sur son téléphone. Et l'appel qu'il passa à cet instant allait changer la vie de tous ceux qui se trouvaient dans ce restaurant, à jamais. Si vous avez déjà eu le sentiment d'être invisible aux yeux du monde, que personne ne vous voyait, que vous pourriez disparaître sans que personne ne le remarque, cette histoire est pour vous. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut remonter 3 semaines en arrière, au jour où Élise entra dans ce restaurant pour la première fois, non pas en tant que cliente. Les clients n'ont pas les cernes de ceux qui ne dorment pas depuis des jours. Les clients n'ont pas les ongles rongés par l'anxiété. Les clients ne serrent pas un curriculum froissé entre des mains tremblantes. Élise avait 24 ans, des cheveux châtains retenus en un chignon qui se défaisait déjà, des chaussures usées qu'elle avait essayé de cirer la veille, et un désespoir dans les yeux qu'elle tentait de cacher, mais que n'importe quelle personne attentive aurait pu voir. Le restaurant s'appelait le Fleur de Lys, un de ces endroits où un plat coûte plus cher qu'Élise ne gagne en une semaine, lustres en cristal, nappes en lin importé, serveurs qui parlaient à voix basse comme s'ils étaient dans une église. Le genre d'endroit où Élise ne serait jamais entrée sans une raison bien précise. Sophie, sa fille de 4 ans, qu'une des jumelles, celle qui était née avec un problème cardiaque qui, selon les médecins, nécessitait une opération, celle qui toussait toutes les nuits, tandis qu'Élise restait éveillée à écouter, à prier, à compter les centimes qui ne suffisaient pas, celle qui avait encore 1 mois à vivre si rien n'était fait. 1 mois, 30 jours, et 50 000 € qu'Élise n'avait pas. Elle avait déjà tout essayé. Tous les restaurants de la ville, tous les bistrots, tous les cafés, tous les bars. La réponse était toujours la même. Nous n'avons pas de poste vacant. Nous n'embauchons pas de mères célibataires. Nous n'acceptons pas les personnes sans référence. Non, non, non. Jusqu'à ce que quelqu'un mentionne le Fleur de Lys. On disait que le gérant embauchait rapidement. On disait qu'il payait bien. On disait que les pourboires étaient généreux. Ce qu'on ne disait pas, c'était la raison. Ce qu'on ne disait pas, c'était le prix. Monsieur Dubois était derrière le comptoir quand Élise entra. 45 ans, chauve, de petits yeux qui semblèrent calculer la valeur de chaque personne qui passait. Un costume gris qui coûtait plus cher que le loyer d'Élise pour 3 mois. Et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il la regarda de haut en bas, lentement, comme quelqu'un qui évalue un produit sur une étagère. « Vous avez de l'expérience ?» demanda-t-il. Élise mentit. Elle dit que oui. Elle dit qu'elle avait travaillé dans des restaurants auparavant. Elle dit ce qu'elle avait besoin de dire parce que Sophie était à la maison avec Léa, l'autre jumelle, et que le compte à rebours des jours restants ne s'arrêtait pas. Monsieur Dubois sourit, ce sourire qu'elle apprendrait à craindre. « Vous commencez demain, » dit-il. 18 heures, uniforme noir, cheveux attachés, pas de bijoux, pas de parfum fort, et pas de retard. Élise faillit pleurer de soulagement, faillit le remercier à genoux. Elle ne savait pas que cet instant d'espoir serait le début de son cauchemar. Le premier jour fut un désastre contrôlé. Élise renversa un plateau, mélangea des commandes, oublia le nom du vin qu'un client avait demandé. Mais elle apprit vite, plus vite que quiconque que M. Dubois avait jamais embauché. Et cela l'irrita. Parce que M. Dubois n'embauchait pas des femmes pour leurs compétences. Le deuxième soir, il la coinça dans le couloir qui menait à la cuisine. Le couloir où les caméras ne portaient pas. Le couloir où d'autres serveuses avaient déjà été avant elle. « Vous êtes jolie, » dit-il, en s'approchant de trop près, avec le bon entraînement. « Vous pouvez aller loin ici. Je peux vous aider. Je peux augmenter votre salaire. Je peux vous donner les meilleurs quarts de travail. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être gentille. »
Élise sentit son estomac se tordre, sentit son haleine sur son visage, sentit sa main sur son bras, et sentit quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait découvert la maladie de Sophie. De la colère. « Je suis ici pour travailler », dit-elle, en se dégageant. C'est tout. Le sourire de M. Dubois disparut. Ses petits yeux devinrent encore plus petits, et Élise vit là, à cet instant, le monstre qu'il était réellement. « Vous allez le regretter », murmura-t-il. Elle le regrette toute, à partir de ce jour-là. La vie d'Élise aux fleurs de lys devint un enfer soigneusement construit. M. Dubois ne la toucha plus jamais. Il n'en avait pas besoin. Il y avait des façons pires de détruire une personne. Il lui donnait les pires quarts de travail, les clients les plus difficiles, les tables les plus éloignées. La moindre erreur, aussi minime soit-elle, était punie par des cris devant tout le monde. La moindre réussite était ignorée. Elle était la dernière à recevoir les pourboires partagés. La première à être blâmée quand quelque chose tournait mal. Et Élise endura. Endura parce que chaque soir, quand elle rentrait à la maison avec les pieds douloureux et le cœur lourd, Sophie et Léa couraient l'embrasser. Endura parce que chaque centime de pourboire allait dans une enveloppe cachée dans le tiroir. Une enveloppe où elle avait écrit au stylo bleu « Sophie, opération ». Endura parce qu'il restait 19 jours maintenant. 19 jours et 23 000 € manquants. Cette histoire touche votre cœur? Si vous voulez que plus de personnes connaissent des histoires comme celle-ci, le Super Thanks aide cette chaîne à continuer d'exister. Chaque cœur doré est un rappel que vous faites partie de quelque chose de plus grand. La 3e semaine, il s'est passé quelque chose qui allait tout changer. C'était un mercredi. Le restaurant était plus rempli que d'habitude. Il y avait une réservation spéciale pour la table 17. Table 17, la table dans le coin. La table qui restait dans l'ombre. La table que tous les serveurs évitaient parce que les clients qui s'y asseyaient donnaient rarement de pourboire et se plaignaient souvent de tout. M. Dubois appela Élise spécifiquement pour s'occuper de cette table. Elle savait que c'était un piège. Elle savait qu'il attendait qu'elle échoue. Elle savait que la moindre erreur serait amplifiée. Le moindre problème serait de sa faute. La moindre plainte serait un motif d'humiliation supplémentaire. Mais elle y alla. L'homme à la table 17 était différent de tous les clients qu'Élise avait déjà servis. Ce n'était pas le vêtement. Bien que son costume noir semblât coûter plus cher que la voiture de M. Dubois, ce n'était pas la montre. Bien que son éclat discret indiquât qu'elle coûtait probablement plus cher que l'appartement d'Élise pour un an, ce n'était même pas la présence, bien qu'il occupât l'espace, comme si le restaurant entier était trop petit pour contenir qui il était. C'étaient ses yeux, des yeux sombres, qui semblaient voir à travers les choses, à travers les gens, à travers les masques que tout le monde portait. Quand Élise s'est approchée de la table, il la regardait d'une manière que personne n'avait jamais osé. Pas comme M. Dubois la regardait, évaluant son corps. Pas comme les clients la regardaient, ne voyant que l'uniforme. Il la regardait, comme s'il voyait une personne réelle, avec une histoire, avec une vie au-delà de ce restaurant. « Bonsoir », dit Élise, surprise d'entendre sa propre voix trembler. « Je m'appelle Élise, et je serai votre serveuse ce soir. Puis-je commencer par vous proposer quelque chose à boire ?» L'homme ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil au menu, puis la regarda de nouveau. Ensuite, il observa M. Dubois, qui les surveillait de loin, les bras croisés. « De l'eau », dit-il finalement, plate. Et ensuite, « Laissez-moi un instant. » Sa voix était basse, contrôlée. Le genre de voix qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Le genre de voix qui obligeait les gens à prêter attention. Automatiquement, Élise apporta l'eau, revint pour demander s'il était prêt à commander, revint encore quand il demanda plus de temps. Et chaque fois qu'elle revenait, il posait une question. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 3 semaines, répondit-elle. « Vous aimez ça ?» La question la prit par surprise. Personne ne lui avait jamais demandé si elle aimait ça. Personne ne s'en était jamais soucié. « C'est un travail, » dit-elle. Une réponse qui n'était pas une réponse. L'homme acquiesça, comme s'il comprenait tout ce qu'elle n'avait pas dit. Monsieur Dubois apparut à ses côtés soudainement.
le sourire faux plaqué sur son visage, la voix mielleuse qu'il utilisait avec les clients importants. « Tout se passe bien ici. Monsieur, Élise s'occupe-t-elle de vous correctement? S'il y a le moindre problème, je peux. » L'homme leva la main. Un geste minimal. Mais Monsieur Dubois s'arrêta de parler immédiatement, comme s'il avait reçu une gifle. « Elle est parfaite, » dit l'homme. « Vous pouvez y aller. » Élise n'avait jamais vu Monsieur Dubois se faire renvoyer ainsi. Jamais vu cette expression sur son visage. Un mélange de surprise et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Monsieur Dubois s'éloigna, mais ses yeux restèrent fixés sur Élise, brûlants, prometteurs, à la table. L'homme fit enfin sa commande. Quelque chose de simple, beaucoup trop simple pour un restaurant comme celui-là. Et quand Élise apporta le plat, elle remarqua quelque chose. Il ne prêtait pas vraiment attention à la nourriture. Il prêtait attention au restaurant, aux employés, à la façon dont Monsieur Dubois traitait les gens, à tout. Elle ne savait pas qu'il était là pour évaluer le restaurant. Elle ne savait pas qu'il pensait à l'acheter. Elle ne savait pas que c'était Damian Voss, le Dragon King, un des hommes les plus puissants du pays. Un homme qui avait construit un empire à partir de rien et qui avait une règle simple, ne jamais tolérer l'injustice contre les vulnérables. Elle ne savait rien de tout cela. Tout ce qu'elle savait, c'est que, pour la première fois en 3 semaines, quelqu'un l'avait traité comme un être humain à la fin de la soirée. Quand elle alla chercher l'addition, elle trouva quelque chose avec le paiement, un pourboire, 500 €, plus que ce qu'elle gagnait en une semaine, plus que n'importe quel pourboire qu'elle avait jamais reçu, et un billet. Pour l'enveloppe dans votre tiroir, on devait. Élise sentit le monde tourner. Comment savait-il? Comment pouvait-il savoir pour l'enveloppe? Pour Sophie? Pour quoi que ce soit? Elle regarda vers la table 17, mais l'homme était déjà parti, disparu dans l'ombre, comme s'il n'avait jamais existé. Ce soir-là, Élise rentra chez elle et rangea les 500 € dans l'enveloppe, compta le tout. 23 500 maintenant. Il en manquait 26 500 et 17 jours. Elle s'endormit avec Sophie et Léa dans ses bras, rêvant d'yeux sombres qui semblaient voir à travers elle, sans savoir que cet homme mystérieux reviendrait, sans savoir que la prochaine fois qu'elle le verrait, son monde serait en train de s'écrouler. Mais elle ne savait pas ce que Monsieur Dubois préparait. Elle ne savait pas que l'homme de la table 17 avait posé des questions sur elle aux autres employés. Ne savait pas que Monsieur Dubois avait découvert. Ne savait pas que la jalousie et la colère de celui-ci avaient atteint un point d'ébullition. Monsieur Dubois sourit ce soir-là, seul dans son bureau. C'était le même sourire qu'il avait avant de détruire quelqu'un. Il l'avait déjà fait. Avec d'autres serveuses qui avaient osé refuser, avec d'autres femmes qui pensaient être trop bien. Il savait exactement comment briser une personne, comment faire croire que c'était de sa faute, comment s'assurer que personne ne croirait la victime. Et il allait recommencer, le lendemain. Élise arriva au travail et sentit que quelque chose n'allait pas. Les autres employés l'évitaient. Les chuchotements s'arrêtaient quand elle passait. Et Monsieur Dubois la regardait avec ce sourire de prédateur attendant le bon moment. L'homme de la table 17 revint ce soir-là. Même table, même costume noir, mêmes yeux qui semblaient tout voir. Et cette fois, Monsieur Dubois était prêt. Élise ne voulait pas servir la table 17 de nouveau. Pas parce que le client était difficile, au contraire. Il était le seul client qui la traitait comme une personne. Mais elle avait vu le regard de Monsieur Dubois quand il avait découvert le pourboire, avait vu la colère briller dans ses petits yeux, et avait peur de ce que cela signifiait. Mais Monsieur Dubois insista. « La table 17 est la tienne, » dit-il. Le sourire faux plaqué sur son visage, la voix trop douce, le ton qu'Élise avait déjà appris à craindre. Et cette fois, essaie de ne pas être aussi désespéré. Les clients n'aiment pas les serveuses qui ont l'air de supplier. Élise avala la réponse qu'elle voulait donner, avala la colère, avala les larmes, prit le bloc-notes et marcha vers la table 17. Le cœur battant trop fort, l'homme en costume noir leva les yeux quand elle s'approcha. Et pendant une seconde,
Elle jura avoir vu quelque chose changer dans son expression. Quelque chose comme de la reconnaissance, du soulagement. « Vous êtes revenu, dit-il. Ce n'était pas une question. « Je travaille ici, répondit Élise, essayant de paraître professionnelle, essayant de cacher le tremblement dans ses mains. « Je sais, dit-il, et c'est pour ça que je suis revenu. » La phrase l'a pris par surprise. Que voulait-il dire par là? Pourquoi quelqu'un comme lui reviendrait-il dans un restaurant à cause d'une serveuse? Elle ne comprenait pas. Pas encore. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il avait passé les 2 derniers jours à enquêter sur le Fleur de Lys, parlant avec d'anciens employés, découvrant la vérité sur Monsieur Dubois, découvrant que cet homme avait des antécédents de harcèlement, que plusieurs serveuses avaient été forcées de démissionner, que certaines avaient essayé de dénoncer, mais n'avaient jamais réussi à trouver de preuves. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il voulait à l'origine acheter le restaurant pour étendre son empire, mais maintenant, il voulait l'acheter pour une autre raison, pour détruire Monsieur Dubois, pour faire justice, pour protéger cette serveuse, aux yeux tristes, qui mettait de côté chaque centime dans une enveloppe, portant le nom de sa fille, Damien Voss. Que c'est, je veux dire, Antoine Lemaire, le baron rouge, ne tolérait pas l'injustice, jamais. Il s'était fixé cette règle, dès qu'il avait eu le pouvoir d'agir, mais il avait aussi appris la patience, à observer, à attendre le moment opportun, parce que la justice précipitée échouait souvent, et il ne pouvait pas se permettre d'échouer, pas cette fois. De l'eau plate, Élise, dit-il, sachant déjà ce qu'il allait commander. Et un instant pour me décider. Il a failli sourire, failli. Vous avez une bonne mémoire, pour les clients qui me traitent bien. Oui. Les mots sont sortis, avant qu'elle ne puisse les retenir. Et immédiatement, elle l'a regretté. C'était trop intime, trop personnel, le genre de choses qui pouvaient être interprétées de manière qu'elle n'avait pas prévue. Mais l'homme a simplement acquiescé, comme si sa réponse avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Les autres clients. « Ne vous traitent pas bien ?» Élise hésita. Elle regarda Monsieur Dubois, qui observait de loin, les bras croisés. « Les clients sont des clients », finit-elle par dire. Chacun a sa façon de faire. C'était une non-réponse, mais ses yeux disaient qu'il avait compris tout ce qu'elle n'avait pas dit. Qu'auriez-vous fait? Dites-le-moi dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait? À sa place, la soirée passa, dans un brouillard de commandes, d'assiettes, et le regard constant de Monsieur Dubois. Élise servait la table 17, puis courait vers ses autres tables, puis revenait, et chaque fois qu'elle revenait, l'homme posait une question. « Les jumelles vont bien ?» Élise faillit laisser tomber son plateau. « Comment? Comment savez-vous? Pour les jumelles ?» Il désigna discrètement la poche de son tablier, où une photo dépassait, une photo de 2 petites filles de 4 ans, identiques, souriant à l'objectif, l'une d'elles avec un stéthoscope de jouet autour du cou, l'autre tenant un dessin d'une maison, avec de la fumée sortant de la cheminée. Élise sentit son visage brûler, sentit les larmes, menacées de revenir. Ce sont mes filles, Sophie et Léa. De jolis prénoms, dit-il. Sophie, sagesse, Léa, lumière. Élise ne parvint pas à répondre. Personne n'avait jamais fait attention à leur nom. Personne n'avait jamais demandé la signification. L'une d'elles est malade, dit l'homme. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Comment savez-vous ça? L'enveloppe, expliqua-t-il. Sophie, opération. Vous gardez vos pourboires dans une enveloppe avec ce nom. Vous comptez les centimes, comme si chacun était un jour de vie supplémentaire. Vous regardez le calendrier du restaurant, à chaque fois que vous passez, comme si vous comptiez quelque chose. Élise sentit le monde tourner, sentit ses jambes flancher, sentit qu'elle allait s'effondrer là. Cet homme avait tout vu, avait tout remarqué, avait prêté attention à des détails.
que personne d'autre ne voyait. 17 jours, murmura-t-elle. Et 26 000 euros. Il acquiesça. Comme si l'information était normale. Comme s'il faisait des calculs. Dans sa tête. 500 euros. Ont aidé? Beaucoup. Mais ce n'est pas suffisant. Non. Le silence entre eux dura seulement quelques secondes. Mais dans ces secondes, quelque chose changea. Quelque chose d'invisible. Une connexion qu'aucun des deux n'attendait. Quel hôpital? Demanda-t-il. Élise dit le nom. Elle ne savait pas pourquoi elle le disait. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait confiance à cet étranger, mais quelque chose en lui la faisait croire qu'il pouvait l'aider. Quelque chose en lui la faisait croire que le monde n'était pas seulement fait de Monsieur Dubois. Et alors, tout s'effondra. Monsieur Dubois apparut de nulle part, le visage rouge, les yeux étincelants, la voix assez forte pour que les tables voisines l'entendent. « Élise, qu'est-ce que tu crois faire ?» Les clients de la table 12 attendent depuis 15 minutes. Tu papotes ici, pendant que le restaurant brûle. J'étais. Tu négliges tes responsabilités, comme toujours, comme toutes les autres, incapables, qui sont passés par ici. Élise sentit l'humiliation, comme une vague chaude, sentit les yeux de tous les clients, sentit la honte, monter dans son cou, sur ses joues. Et alors, la photo tomba. La photo des jumelles s'échappa de la poche de son tablier et flotta jusqu'au sol, tomba aux pieds de Monsieur Dubois, qui baissa les yeux, qui se pencha pour la ramasser, qui regarda la photo avec une expression qu'Élise n'oublierait jamais. « Ah !» dit-il, la voix changeant pour quelque chose de plus cruel. Les jumelles, j'ai entendu parler d'elles, la petite malade et l'autre. Ça doit être difficile, non? D'élever 2 enfants toute seule, sans père, sans argent, sans personne. Il tint la photo en l'air, entre son pouce et son index, comme si c'était quelque chose de sale. « Rends-la moi !» murmura Élise, la voix, tremblant. « S'il te plaît, s'il te plaît !» répéta Monsieur Dubois, d'un ton moqueur. « Maintenant c'est s'il te plaît. Mais quand je demande quelque chose, hein ?» L'homme de la table, 17, n'avait pas bougé. Mais ses yeux étaient fixés sur Monsieur Dubois. Et quelque chose dans ce regard fit que l'air du restaurant devint plus froid. Monsieur Dubois ne remarqua rien. Il était trop occupé à profiter du pouvoir, à profiter de l'humiliation. « Vous savez, » continua-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. J'essaie d'aider, j'essaie de donner des opportunités à des gens comme vous, mais vous ne remerciez jamais. Vous n'êtes jamais reconnaissante. Vous voulez toujours plus, sans rien donner en échange. Je travaille plus que n'importe qui ici, dit Élise, la voix, toujours tremblante, mais avec quelque chose de plus. Maintenant, quelque chose qui ressemblait à de la colère. Travailler. Monsieur Dubois rit. Vous appelez ça travailler? Papoter avec les clients. Pendant que le restaurant coule, il lui lança la photo. La photo frappa la poitrine d'Élise et retomba sur le sol. Les jumelles, souriant, les filles, qui avaient besoin d'elle. Maintenant, retourne au travail, dit Monsieur Dubois, avant que je ne décide que tu ne vaux même pas le salaire minimum, que je te verse. Élise se pencha pour ramasser la photo, les mains tremblantes, les larmes, s'échappant finalement. Et en se relevant, elle vit l'homme de la table 17, elle vit son expression, et elle comprit que Monsieur Dubois avait commis une erreur terrible, parce que l'homme que Monsieur Dubois avait ignoré, l'homme que Monsieur Dubois pensait n'être qu'un simple client, l'homme qui avait observé tout en silence. Cet homme était furieux, mais il ne bougea pas encore, parce qu'Antoine Lemaire savait qu'il avait besoin de plus. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin de quelque chose d'irréfutable pour détruire Monsieur Dubois complètement. Et il savait, avec la patience d'un prédateur, que Monsieur Dubois allait lui donner exactement ça. Ce n'était qu'une question de temps.
L'enveloppe tomba de sa poche, ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le vestiaire, alors qu'elle pensait être seule. L'enveloppe avec le nom de Sophie, avec tous les centimes qu'elle avait accumulés, et quelqu'un l'a trouvée le lendemain matin. Élise reçut un message, un numéro inconnu, une photo en pièces jointes. La photo montrait l'enveloppe, ouverte, vide. Le message disait « Ce n'est que le début. Tu aurais dû être gentille quand tu en avais l'occasion. » Élise sentit le monde s'arrêter. Sentit l'air disparaître de ses poumons, sentit les 1500 € qui avaient disparu. 15 jours de travail, 15 soirées de douleur dans les pieds, 15 fois à avaler l'humiliation, juste pour rapporter quelques centimes à la maison. Tout s'est envolé. Et Élise savait exactement qui avait fait ça. Monsieur Dubois l'attendait à son arrivée au travail, le sourire narquois sur son visage, l'éclat de victoire dans ses yeux. « Des problèmes à la maison, Élise ?» demanda-t-il. Sa voix était mièvre, trop douce. « J'ai entendu dire que quelqu'un avait perdu quelques économies. Quelle tragédie !» Élise ne répondit pas. Elle ne se fiait pas à sa propre voix. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait si elle ouvrait la bouche. « Vous savez, Élise, continua Monsieur Dubois en s'approchant, ces choses peuvent être évitées. Les accidents arrivent aux gens qui n'ont pas de protection. Mais les gens qui ont des amis, les gens qui sont gentils, ces gens restent en sécurité. » Il toucha son épaule. Un contact qui sembla la brûler à travers son uniforme. « Pensez-y, Élise, dit-il. Vous avez des filles à élever. Ce serait dommage s'il leur arrivait quelque chose aussi. » La menace était claire, cristalline. Et Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle travailla cette nuit-là en pilote automatique, servant des tables, souriant aux clients, mourant à l'intérieur. Les 1500 € avaient disparu. Le temps pressait. Et maintenant, Monsieur Dubois menaçait ses filles. Que pouvait-elle faire? Appeler la police? Avec quelle preuve? Monsieur Dubois était intelligent. Il ne laissait jamais de traces. Il ne faisait jamais rien qui puisse être prouvé. Elle était seule, acculée, sans issue. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Parce qu'à la table 17, l'homme en costume noir était de retour. Et cette fois, il ne se contentait pas d'observer. Il planifiait. Damian avait reçu un rapport ce matin-là, de son équipe d'enquêteurs. Le rapport contenait tout, l'historique de Monsieur Dubois, les plaintes antérieures, les accords secrets, les femmes qu'il avait détruites. Et le plus récent, un virement de 1500 € d'un compte appartenant aux Fleurs de Lys à un compte aux îles Caïmans. Monsieur Dubois n'avait pas été assez prudent cette fois. Peut-être parce qu'il pensait qu'Élise était trop insignifiante pour que quelqu'un s'en soucie. Peut-être parce qu'il n'avait jamais affronté quelqu'un comme Damien Voss. Mais le Dragon King avait une règle. Il ne détruisait pas les gens seulement avec le pouvoir. Il détruisait avec justice, avec des preuves, avec la certitude que la destruction serait complète et irréversible. Et pour cela, il avait besoin que Monsieur Dubois fasse quelque chose en public, quelque chose qui puisse être filmé, quelque chose qui ne laisse aucun doute. Il ne s'attendait juste pas à ce que ce soit aussi brutal. Ce soir-là, 10 minutes avant la fermeture du restaurant, Monsieur Dubois appela Élise dans son bureau. La porte était ouverte, la lumière allumée. Plusieurs employés pouvaient voir. « Vous êtes virée, Élise, dit-il, assez fort pour que tout le monde entende. »« Quoi ?» Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi? Pour incompétence, pour négligence, pour comportement inapproprié avec les clients. C'est faux, je n'ai jamais. Monsieur Dubois sourit, ce sourire qu'elle connaissait si bien. À moins, dit-il, baissant la voix, que vous ne vouliez reconsidérer notre conversation précédente. Mon offre tient toujours. Soyez gentil avec moi, et je serai gentil avec vous. C'est simple. Élise sentit la nausée monter. Elle sentit la colère et le désespoir se battre en elle. Elle sentit qu'elle était sur le point d'exploser. « Je préfère mourir », dit-elle. Et ce fut la mauvaise chose à dire. Le visage de Monsieur Dubois changea. Le masque tomba. Et ce qui devint visible, c'était de la haine pure, de la cruauté pure, de la colère pure de quelqu'un qui n'avait jamais été refusé auparavant. «
Vous allez regretter ces mots, dit-il. Vous allez supplier pour revenir en arrière. Il attrapa le bras d'Élise, serra fortement, et commença à la traîner hors du bureau. Qu'est-ce que vous faites? Montrez à tout le monde ce qui arrive aux serveuses qui ne connaissent pas leur place. Il la traîna à travers le restaurant, devant les clients qui terminaient encore leur repas, devant les autres employés qui regardaient en silence terrifiés, jusqu'à la table principale, la table au centre de la salle, la table qui était vide, et ensuite, il fit l'impensable. Monsieur Dubois jeta Élise sur la table. Le son du corps d'Élise frappant le bois résonna dans tout le restaurant. Des assiettes se brisèrent, des verres volèrent. Elle sentit l'impact sur ses os. Elle sentit le tissu de son uniforme se déchirer. Elle sentit la douleur, l'humiliation et la peur, tous en même temps. Il la tenait par les cheveux, tira sa tête en arrière et cria pour que tout le restaurant l'entende. Voilà ce qui arrive aux gens qui ne disent pas merci, qui mordent la main qui nourrit, qui pensent qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Élise ne pouvait pas respirer, elle ne pouvait pas penser. Elle ne pouvait rien faire d'autre que sentir la douleur dans son cuir chevelu, les larmes brûlant ses yeux, la honte détruisant chaque parcelle d'elle-même. 50 personnes dans le restaurant, 50 personnes qui regardaient, 50 personnes en silence. Personne ne bougea. Personne ne dit rien. Personne, sauf U1. Le son de la chaise traînant sur le sol fit arrêter Monsieur Dubois. Fit arrêter tout le monde. Fit retenir sa respiration à tout le restaurant. À la table 17, l'homme en costume noir s'était levé. Il marcha lentement, chaque pas résonnant dans le silence, chaque pas chargé de quelque chose que personne ne pouvait nommer. C'était du pouvoir, c'était de la fureur. C'était la justice venant réclamer une dette ancienne. Élise était toujours sur la table, sentant toujours les doigts de Monsieur Dubois dans ses cheveux, sentant toujours la douleur et la honte. Mais maintenant, à travers ses larmes, elle voyait l'homme s'approcher. Elle voyait l'expression sur son visage. Et elle sentit la peur, pas la peur de lui, la peur de ce qu'il allait faire. Monsieur Dubois le sentit aussi. Pour la première fois depuis le début de cette scène, sa confiance vacilla. Il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose qui disait à chaque cellule de son corps qu'il avait commis une erreur qu'il ne pourrait pas défaire. « Qui êtes-vous » balbutia Monsieur Dubois. L'homme ne répondit pas. Il s'arrêta à 2 mètres de distance. Les yeux fixés sur Monsieur Dubois comme un prédateur observant une proie qui ne sait même pas qu'elle est sur le point de mourir. « Je vous ai demandé qui vous êtes. » La voix de Monsieur Dubois monta, nerveuse, aiguë. Rien à voir avec la voix qu'il utilisait pour humilier ses employés. L'homme ne répondit toujours pas. Au lieu de cela, il sortit son téléphone de sa poche, composa un numéro et dit seulement 3 mots. « Amenez les voitures. » Monsieur Dubois lâcha les cheveux d'Élise. Elle retomba sur la table. Sa respiration était saccadée. Son corps tremblait. Mais ses yeux ne quittaient pas l'homme, l'étranger qui venait de faire quelque chose qu'elle ne comprenait pas. « Vous ne pouvez rien faire, » dit Monsieur Dubois. Sa voix tremblait. « C'est mon restaurant, ma propriété. Je peux. »« Votre propriété, » répéta l'homme. La première fois qu'il parlait. Sa voix était froide comme la glace. Intéressant. Monsieur Dubois ouvrit la bouche pour répondre. Mais il fut interrompu par un son que personne n'attendait. Des moteurs. Beaucoup de moteurs. Arrivant de toutes les directions. Les fenêtres du restaurant donnaient sur la rue principale. Et à travers elles, tout le monde pouvait voir. Des voitures noires. Des dizaines de voitures noires. Entourant le fleur de lys comme une armée silencieuse. 20 voitures, 30 voitures, 40 voitures. Les clients commencèrent à murmurer. Certains se levèrent, d'autres se précipitèrent vers les fenêtres. Tous voulaient comprendre ce qui se passait. Et alors, les portières des voitures s'ouvrirent, des hommes en costume noir, tous pareils, tous avec la même expression vide, tous avec le même regard de celui qui suit des ordres sans questionner. Ils formèrent une ligne devant le restaurant, une barrière humaine qui bloqua toutes les sorties. Monsieur Dubois sentit ses jambes flancher.
sentit la sueur couler le long de son dos, sentit qu'il avait réveillé un monstre qu'il ne savait pas qui existait. « Qui? Quoi? Vous ne pouvez pas? »« Je ne peux pas, » répéta l'homme. La voix toujours calme, toujours contrôlée. « Vous savez qui je suis » Monsieur Dubois hocha la tête. Non, il ne savait pas. « Damian Voss, » dit l'homme. « Certains m'appellent le roi dragon. » Le nom frappa Monsieur Dubois comme un coup de poing dans l'estomac. Tout le monde connaissait ce nom. Tout le monde connaissait l'histoire. L'homme qui avait construit un empire à partir de rien. L'homme qui avait plus de pouvoir que n'importe quel politicien. L'homme qui, selon la rumeur, contrôlait la moitié de la ville dans l'ombre. Et Monsieur Dubois venait de jeter sa serveuse préférée sur une table. « Monsieur Voss. » Comment ça, Monsieur Dubois? La voix tremblante. « Je ne savais pas. Je n'en avais aucune idée. C'était un malentendu. » « Un malentendu ?» Damian répéta. Il fit un autre pas. Encore un. Jusqu'à être face à face avec Monsieur Dubois. Vous l'avez traité de déchet. Vous avez volé les économies qu'elle mettait de côté pour sauver sa fille. Vous avez menacé ses enfants. Et vous venez de la jeter sur une table devant 50 témoins. C'est ça, un malentendu? Monsieur Dubois n'avait pas de réponse. Pas d'excuse. Rien. Combien coûte ce restaurant? Demanda Damian. La question prit tout le monde par surprise, y compris Élise, qui était toujours à table, regardant tout comme si c'était un rêve. Quoi? Combien coûte? Le restaurant? La propriété, ouais, le terrain? Combien? Monsieur Dubois bégaya un chiffre élevé, un chiffre qu'il pensait que personne ne paierait. Damian sortit de nouveau son téléphone, composa un autre numéro. Transférez le double de ce montant sur le compte du Le Fleur de Lys. Maintenant. Il raccrocha. Regarda Monsieur Dubois. Je viens d'acheter votre restaurant. Ce qui signifie que vous ne travaillez plus ici. Monsieur Dubois tenta de protester, tenta d'argumenter, tenta de faire quelque chose, n'importe quoi. Et vous n'avez pas compris, interrompit Damian, la voix montrant enfin la fureur qui était contenue. Je ne suis pas en train de demander. Je suis en train d'informer. Vous êtes viré. Et si vous ne quittez pas cet endroit dans les 60 secondes, mes hommes vont vous escorter dehors d'une manière qui ne va pas vous plaire. Monsieur Dubois regarda les hommes en noir à l'entrée, regarda les voitures entourant le restaurant, regarda Damian Voss, et comprit qu'il avait perdu. Il courut vers la porte de derrière, la seule qui n'était pas bloquée. Courut comme un lâche, comme ce qu'il avait toujours été, laissant derrière lui des années de cruauté, des décennies d'abus, une vie entière à faire souffrir les gens sans conséquence. Mais cette fois, il y avait des conséquences, parce que Damian n'avait pas encore terminé. Quand Monsieur Dubois disparut par la porte, Damian se tourna vers Élise. Elle était toujours à table, toujours tremblante, toujours en train de comprendre ce qui venait de se passer. « Vous pouvez vous lever ?» Sa voix était différente maintenant, douce, attentionnée. Comme s'il parlait à quelque chose de fragile qui pourrait se briser à tout moment. Élise essaya. Ses jambes n'obéissaient pas. Son corps entier semblait avoir oublié comment fonctionner. Damian s'approcha, tendit la main, et quand elle la saisit, quand elle sentit ses doigts sur les siens, quelque chose changea. Quelque chose qu'elle ne pourrait jamais expliquer. C'était comme si le monde avait finalement décidé qu'elle méritait quelque chose de bien. Il l'aida à se lever, à s'asseoir sur une chaise, à respirer. Certaines personnes mettent la vidéo en pause ici pour assimiler ce qu'elles viennent de voir. Si cette histoire vous touche d'une manière inattendue, le Super Thanks est une façon de dire que ce type de contenu compte. Chaque soutien aide à raconter plus d'histoires comme celle-ci. Les autres employés étaient toujours immobiles. Les clients étaient toujours en état de choc. Personne ne savait quoi faire. Personne ne savait quoi dire. Damian se tourna vers eux. Le restaurant est fermé pour aujourd'hui. Tous les repas sont payés. Employés, restez. Nous devons parler. Il attendit que les clients partent. Attendit que les portes soient fermées. Attendit jusqu'à ce qu'il ne reste que les employés, assis sur des chaises éparpillées dans le salon, le regardant comme si c'était un extraterrestre.
Monsieur Dubois a travaillé ici pendant combien de temps? 8 ans, répondit quelqu'un. Une voix tremblante. Un des serveurs les plus anciens. Et en 8 ans. Combien d'entre vous ont été harcelés par lui? Silence. Un silence qui disait tout. Levez la main, dit Damian. Je ne vais pas utiliser ça contre vous. Mais j'ai besoin de savoir. Une main se leva, puis une autre, puis 3 autres, puis encore. Au final, presque toutes les femmes du restaurant avaient la main en l'air. Élise sentit les larmes revenir. Elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. Toutes avaient traversé le même enfer. Toutes avaient été réduites au silence par la même peur. « C'est fini », dit Damian. La voix ferme. Promesse. Pas espoir. À partir de demain. Ce restaurant va rouvrir sous une nouvelle direction. Tous les salaires vont être augmentés de 30%. Tous les abus vont être enquêtés. Et M. Dubois ne remettra plus jamais les pieds ici. Les employés commencèrent à murmurer. Certains pleuraient. Certains riaient de soulagement. Certains n'y croyaient toujours pas. Élise ne pouvait que regarder Damian, cet étranger qui venait de bouleverser son monde. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix toujours tremblante. « Pourquoi vous avez fait ça ?» Damian la regarda pendant un long moment, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. De la douleur ancienne, de la douleur qu'il portait depuis longtemps. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire il y a longtemps, » dit-il. « Et parce que je le peux. » Ce n'était pas la réponse complète. Elle le savait. Il y avait plus. Mais ce n'était pas le moment de demander, cette nuit-là. Élise rentra chez elle plus tôt pour la première fois depuis des semaines. Damien avait insisté, avait offert un chauffeur, avait offert une voiture. Elle avait refusé. Elle avait besoin de marcher. Elle avait besoin de comprendre. Sophie et Léa dormaient quand elle arriva. La voisine qui s'occupait d'elle avait laissé un mot. Les filles avaient dîné, s'étaient lavées, avaient fait leur prière du soir. Élise s'assit sur le lit entre ses 2 filles, regarda Sophie, la fille qui toussait toutes les nuits, la fille qui avait une bombe à retardement dans la poitrine, la fille qu'elle ne savait pas comment sauver, et pleura. Pleura de soulagement, pleura de peur, pleura d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Mais le cauchemar n'était pas encore terminé. Le lendemain matin, Élise fut réveillée par son téléphone. Un numéro inconnu. Elle décrocha, espérant que ce soit Damien, ou le fleur de lys, ou n'importe quoi en rapport avec la soirée précédente. Mais non. La voix à l'autre bout du fil était celle de M. Dubois. « Tu as cru que ça allait se terminer comme ça ?» dit-il, la voix tremblant de rage. « Tu as cru que tu pouvais m'humilier et t'en sortir impunément? Comment avez-vous eu mon numéro ?» M. Dubois ricana, un rire qui glaça le sang d'Élise. « J'ai des amis, Élise, des amis que tu ne connais pas, des amis qui peuvent faire des choses que tu n'imagines même pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux que tu souffres. Je veux que tu sentes ce que c'est de tout perdre. Je veux que tu me supplies pardon à genoux. » Élise sentit la peur la submerger à nouveau. La même peur qu'avant, mais maintenant, il y avait autre chose, de la colère. « Vous ne pouvez rien faire, » dit-elle. « Le Dragon King. »« Le Dragon King n'est pas là maintenant, » interrompit M. Dubois. « Et tes filles ne le seront plus bientôt non plus. » La ligne coupa. Élise sentit le monde s'arrêter. Elle courut dans la chambre des jumelles. Les lits étaient vides. Non, 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 non. Elle courut dans toute la maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le jardin, criant leurs noms. Sophie, Léa, Sophie, Léa, rien. Elles avaient disparu. Élise tomba à genoux sur le carrelage de la cuisine, le téléphone toujours à la main, le monde s'effondrant autour d'elle. Et c'est alors qu'elle vit. Un mot sur la table. Un mot qui n'était pas là avant. Un mot avec une écriture qu'elle reconnaissait. Les sièges auto des jumelles sont vides. Ce n'est que le début. Tu aurais dû être gentille quand tu en avais l'occasion. Si tu veux les revoir, viens à l'entrepôt sur le quai 12, seule, sans la police, sans ton précieux Dragon King. Élise lut le mot 3 fois, 4 fois, 5. Et alors? Elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle appela Damien Voss.
Il décrocha à la première sonnerie. « Élise, tout va bien ?» Sa voix était inquiète, genuinement inquiète, comme s'il était resté éveillé toute la nuit à penser à elle. « Mes filles, » dit-elle, les mots sortant en sanglots. « Il a pris mes filles. »« Qui ?»« Monsieur Dubois. Il a pris Sophie et Léa. Il m'a dit de venir seul. Il a dit que si j'appelle la police. »« Où ?»« Quai 12, un entrepôt. »« Reste où tu es. Ne sors pas de la maison. Ne fais rien. J'arrive. »« Mais il a dit que je devais venir seul. Il a dit que si je ne viens pas. »« Élise. » La voix de Damien était ferme maintenant. « Je vais te ramener tes filles. Je te le promets. Mais tu dois me faire confiance. Tu peux faire ça. » Élise voulait crier, voulait courir au quai, voulait faire quelque chose, n'importe quoi, mais sa voix, la certitude dans sa voix, était comme une encre. « Oui, reste où tu es. 20 minutes. » La ligne coupa. Élise resta, chaque seconde durant une éternité, chaque minute semblant une heure. Elle faisait les 100 pas, regardait par la fenêtre, vérifiait son téléphone, priait n'importe quel dieu qui écoutait. Et alors, ils arrivèrent. Pas 20 voitures cette fois, 100 voitures noires, 200 hommes en costume, tous convergeant vers un point. Quai 12. Élise regarda depuis la fenêtre, regarda l'armée de Damien Voss se déplacer dans la ville, regarda les hélicoptères dans le ciel, regarda le pouvoir d'un homme qu'elle connaissait à peine être mobilisé pour sauver 2 petites filles de 4 ans. Et elle comprit quelque chose. Elle comprit que le monde était divisé en 2 types de personnes. Celles qui ont du pouvoir et l'utilisent pour détruire, et celles qui ont du pouvoir et l'utilisent pour protéger. Monsieur Dubois était le premier type. Damien était le second, dans l'entrepôt du quai 12. Monsieur Dubois commençait à réaliser qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Il avait tout planifié. Il avait engagé 2 hommes pour enlever les filles. Il avait préparé l'entrepôt. Il avait même répété ce qu'il allait dire quand Élise arriverait en suppliant. Ce qu'il n'avait pas planifié, c'était l'invasion. La porte de l'entrepôt explosa vers l'intérieur. Des hommes en noir entrèrent de tous les côtés, armes pointées, voix criant, chaos absolu. Monsieur Dubois tenta de courir, tenta de se cacher derrière les filles, tenta de les utiliser comme boucliers. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une main l'attrapa par le cou, une main qui appartenait à Damien Voss. « Où sont-elles » demanda Damien. La voix plus froide que Monsieur Dubois n'avait jamais entendue. « Où sont les jumelles ?»« Là, là-bas » balbutia Monsieur Dubois. « Dans une salle. Elles vont bien. Je n'allais pas leur faire de mal. Je voulais juste. »« Tu voulais juste » répéta Damien, le serrement sur le cou augmentant. « Tu voulais faire peur à une mère. Tu voulais kidnapper 2 enfants de 4 ans. Tu voulais faire ça parce qu'une femme a refusé tes avances. » Il lâcha Monsieur Dubois, qui tomba au sol comme une poupée de chiffon. « Trouvez les filles » ordonna Damien. Les hommes se dispersèrent, et en moins d'1 minute, la porte d'une salle au fond de l'entrepôt fut défoncée. Sophie et Léa étaient là, assises dans un coin, enlacées, pleurant doucement. Quand elles virent les hommes en noir, elles commencèrent à crier, commencèrent à reculer. Et alors, Damien entra. Il s'agenouilla, lentement, précautionneusement, se mit à leur hauteur. « Bonjour » dit-il, la voix douce, gentille, complètement différente de la voix qu'il avait utilisée avec Monsieur Dubois. « Vous êtes Sophie et Léa, n'est-ce pas ?» Les filles arrêtèrent de crier, le regardèrent avec des yeux écarquillés. « C'est maman qui vous a envoyé ?» Damien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Oui, » dit-il. « Ah, maman m'a demandé de venir vous chercher. Elle vous attend à la maison. Vous voulez aller la voir ?» Sophie, celle qui était la plus proche, le regarda longuement, évaluant, décidant. « Vous êtes l'homme du restaurant, » dit-elle, « celui qui a aidé maman. » Damien ne sut pas quoi répondre, ne savait pas qu'Élise avait parlé de lui à ses filles. « Oui, c'est moi, » dit-il finalement. Sophie se leva, fit 2 petits pas, et lui tendit la main. « Alors, d'accord, vous avez l'air gentil. »
Et ainsi, Damien Voss, le Dragon King, l'homme le plus puissant de la ville, fut guidé hors de l'entrepôt par une petite fille de 4 ans avec un problème cardiaque. Si vous n'avez rien ressenti en voyant ça, vous n'avez pas de cœur. Dites-moi dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus touché dans la voiture du retour. Les jumelles s'endormirent sur la banquette arrière, en sécurité, sauvées, sans savoir à quel point elles avaient défrôlé le danger réel. Damien les regardait dans le rétroviseur, leurs visages identiques, leurs cheveux châtains. L'innocence qui avait failli être détruite. Et il se souvenait d'une autre fille, d'une autre vie, d'une autre histoire. Une histoire qu'il n'avait jamais racontée à personne, dans la poche de son manteau. Il y avait une photo qu'il portait sur lui depuis 5 ans. Une photo d'une petite fille aux yeux sombres, souriant à l'appareil, sans savoir qu'elle n'avait plus que quelques semaines à vivre. Sa fille, Isabella, la petite fille qu'il n'avait pas réussi à sauver. Quand elles sont arrivées devant chez Élise, elle les attendait sur le pas de la porte. Elle a couru vers la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Elle a ouvert la portière arrière et a serré ses filles dans l'étreinte la plus forte qu'elle leur ait jamais donnée. « Maman !» s'est plainte Léa. « Tu m'étouffes. Pardon, mon amour. Pardon. J'ai tellement eu peur. J'ai cru que... » Élise n'a pas pu finir sa phrase. Les larmes sont venues avant les mots. Damien se tenait debout à côté de la voiture, observant la scène, laissant l'espace nécessaire à la famille pour se retrouver. Mais Élise ne l'a pas laissé faire. Elle s'est levée, a marché jusqu'à lui et a fait quelque chose qui l'a pris totalement par surprise. Elle l'a enlacé. « Merci », a-t-elle murmuré contre sa poitrine. « Merci, merci, merci ». Damien ne savait plus quoi faire. Cela faisait des années que personne ne l'avait serré dans ses bras comme ça. Des années qu'il ne le permettait pas. Mais maintenant, avec cette femme dans ses bras, avec 2 enfants riant dans la voiture derrière eux, avec le soleil du matin caressant son visage, il ressentait quelque chose, de l'espoir, pour la première fois depuis 5 ans. Plus tard, quand les jumelles dormirent de nouveau, quand la maison était enfin silencieuse, Damien et Élise se sont assis sur la véranda. 2 étrangers qui avaient partagé une vie entière en quelques jours. Ils regardaient l'horizon. Elle le regardait, essayant de comprendre, essayant de rassembler les pièces du puzzle. « Qui était Isabella ?» a-t-elle demandé. Damien s'est figé. La question l'a pris au dépourvu. Il n'avait pas mentionné ce nom. Il n'avait rien dit à son sujet. Comment Élise pouvait-elle savoir? « Vous avez murmuré ce nom », a expliqué Élise. « Quand vous regardiez les jumelles dans la voiture, vous avez dit Isabella. » Damien est resté silencieux pendant un long moment, si long qu'Élise a cru qu'il n'allait pas répondre, qu'elle avait franchi une limite, qu'elle en avait trop demandé. Mais alors, il a sorti quelque chose de la poche de sa veste. Une photo d'une petite fille aux yeux sombres, souriant à l'appareil. Une petite fille qui semblait avoir l'âge de Sophie et Léa. « Ma fille », a dit Damien, sa voix se brisant pour la première fois depuis qu'Élise l'avait rencontrée. Elle est morte il y a 5 ans. Un problème cardiaque. Élise sentit l'air lui manquer, sentit le monde tourner, sentit qu'elle comprenait enfin. « C'est pour ça que vous m'avez aidé, a-t-elle murmuré. C'est pour ça que vous vous êtes soucié de Sophie. » Damien a acquiescé, les yeux toujours fixés sur la photo. Elle avait 4 ans quand on l'a découvert. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une opération. Ils ont dit que c'était urgent. Ils ont dit qu'on avait le temps. Il s'est interrompu, a avalé sa salive. Menteur. On n'avait pas le temps. Je n'avais pas assez d'argent à l'époque. J'étais encore en train de construire mon empire. Je me battais encore pour survivre. Quand j'ai enfin eu l'argent, il était trop tard. Élise n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Elle a simplement tendu la main et a pris la sienne. Je me suis promis, a continué Damien, que je ne laisserai plus jamais cela arriver, que j'utiliserai mon pouvoir pour protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger, que je serai ce dont j'avais besoin quand Isabella était malade
et que je ne l'étais pas. Il a regardé Élise pour la première fois. Quand je vous ai vu aux fleurs de lys, quand j'ai vu cette enveloppe, quand j'ai vu une mère faire l'impossible pour sauver sa fille, je me suis vu, 5 ans plus tôt, sans pouvoir, sans ressources, sans espoir. Élise sentit les larmes couler sur son visage, des larmes pour lui, pour la fille qu'il avait perdue, pour la douleur qu'il portait en silence. « Vous ne pouviez pas faire plus », a-t-elle dit. « Je sais », a répondu Damian, « mais le savoir n'enlève pas la douleur, n'enlève pas la culpabilité, n'enlève pas les rêves où elle est vivante et où je me réveille, et elle n'est plus là. » Ils sont restés silencieux pendant un moment. Deux étrangers unis par une douleur que seul celui qui a perdu ou a failli perdre un enfant peut comprendre. « Je vais payer l'opération de Sophie », a dit soudainement Damian. « Dès demain. Le meilleur chirurgien du pays, le meilleur hôpital, tout ce dont elle a besoin. » Élise ouvrit la bouche pour protester, pour dire qu'elle ne pouvait pas accepter, que c'était trop, qu'elle trouverait un autre moyen. Mais Damian l'a interrompu. « Pas par charité croquée, pour Isabella. Chaque enfant que je sauve est un hommage à elle. Chaque vie que je protège est une façon d'honorer sa mémoire. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. » Et Élise a compris que ce n'était pas à propos d'elle, ce n'était pas à propos de Sophie, c'était à propos d'un homme essayant de trouver la paix avec le fantôme d'une fille qu'il n'avait pas réussi à sauver. Elle a acquiescé. Cette histoire ne devrait pas s'exister. Ces choses ne devraient pas arriver. Mais elles arrivent, tous les jours. Et le Super Thanks aide cette chaîne à continuer à raconter ces histoires, à donner une voix à ceux qui n'en ont pas, à montrer que l'amour peut venir des endroits les plus inattendus. Dans les jours qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Monsieur Dubois a été arrêté. Les caméras de surveillance du Fleur de Lys avaient tout filmé. L'agression, l'humiliation, le moment où il a jeté Élise sur la table. La vidéo a fuité sur Internet. Elle est devenue virale. Des millions de personnes ont regardé un directeur de restaurant détruire une serveuse en public. Et ensuite, ils ont regardé le Dragon King le détruire. La vidéo de l'arrivée des voitures noires. La vidéo de Damian achetant le restaurant sur le champ. La vidéo de Monsieur Dubois courant comme un rat effrayé. Tout a été vu, tout a été partagé. Tout est devenu le symbole d'une justice qui arrive rarement dans la vie réelle. Monsieur Dubois a été accusé d'agression, de harcèlement, de fraude, d'enlèvement, de dizaines de crimes qu'il avait commis au cours de 8 années et qui ont enfin été révélés. D'anciennes employées se sont présentées pour témoigner. Des preuves ont été présentées. L'affaire est devenue nationale. Il a pris 15 ans. 15 ans de prison pour une vie entière de cruauté. Pendant ce temps, Sophie a subi l'opération. Le meilleur chirurgien du pays, comme Damian l'avait promis. Le meilleur hôpital. Le meilleur de tout. Élise a attendu pendant les 6 heures d'opération. Damian a attendu à ses côtés, lui tenant la main quand elle en avait besoin, lui laissant de l'espace quand elle en avait besoin, étant exactement ce dont elle avait besoin sans jamais demander. Quand le chirurgien est sorti de la salle d'opération, quand il a dit que l'opération avait été un succès, quand il a dit que Sophie allait vivre une vie longue et saine, Élise s'est effondrée dans les bras de Damian et a pleuré. Elle a pleuré pour Sophie. Elle a pleuré pour Léa. Elle a pleuré pour elle-même. Et, d'une certaine manière, elle a pleuré pour Isabella aussi. Une semaine plus tard, le restaurant a rouvert. Mais pas sous le nom de Le Fleur de Lys. Ce nom était mort avec l'empire de Monsieur Dubois. Maintenant, il s'appelait Seconde Chance. Un nom qu'Élise avait suggéré. Un nom que Damian avait approuvé immédiatement. Seconde Chance. Où personne n'est invisible. Élise a été promue directrice, pas par charité, parce qu'elle était la meilleure personne pour le poste, parce qu'elle connaissait chaque employé, parce qu'elle comprenait ce que signifiait se battre pour chaque euro, parce qu'elle savait ce que c'était que d'avoir besoin d'une seconde chance. Tous les salaires ont été augmentés. Toutes les politiques de harcèlement ont été réécrites. Tous les abus du passé ont été examinés et indemnisés. Le Fleur de Lys était devenu un modèle,
de ce que les environnements de travail devraient être. Et Damien était là, presque tous les soirs, à la table 17, demandant de l'eau gazeuse, regardant Élise travailler, attendant le moment opportun, parce qu'il y avait quelque chose entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'avait encore nommé, quelque chose qui était né au milieu du chaos, de la douleur et de l'injustice, quelque chose qui semblait impossible et inévitable à la fois. Sophie fut la première à demander « Maman, l'oncle Damien, est-ce que c'est ton amoureux ?» Élise faillit s'étrangler avec son café. « Quoi? Non, il est un ami. » Sophie fit cette moue, d'enfant qui en sait plus, que les adultes veulent te bien admettre. Il te regarde, comme le prince regarde Cendrillon, dans le film. Élise ne sut quoi répondre, mais la graine avait été plantée. 3 mois plus tard, par une nuit banale, un mercredi comme les autres, Damien arriva au restaurant, plus tôt que d'habitude. Il s'assit à la table 17, commanda de l'eau gazeuse, et attendit. Quand Élise alla le servir, il ne fit pas sa commande. « Assieds-toi ici, dit-il. 1 minute. » Élise jeta un coup d'œil au restaurant. C'était plein. Elle avait du travail. « Juste 1 minute, insista Damien. Elle s'assit. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» La phrase vint sans prévenir, sans préparation, sans aucun des détours qu'elle attendait. Élise cligna des yeux. 1 fois, 2, essayant de comprendre. « Quoi ? » « Je t'aime, » répéta Damien, d'une voix calme, sûre, comme s'il énonçait une évidence. « Je t'aime, depuis cette première nuit, quand tu m'as apporté de l'eau gazeuse. Je t'aime, depuis que je t'ai vu mettre des centimes dans une enveloppe, au nom de ta fille. Je t'aime, depuis que tu es resté debout, quand n'importe qui d'autre aurait abandonné. » Élise sentit son cœur s'emballer, sentit le monde tourner, sentit qu'elle rêvait, éveillée. « Damien, je ne demande rien, » continua-t-il. « Je n'attends rien, je dis juste la vérité, parce que j'ai passé 5 ans de ma vie à cacher ce que je ressens, à garder la douleur, à éviter les relations. Et quand je t'ai rencontré, quand j'ai vu qui tu es vraiment, j'ai compris que je ne veux plus vivre comme ça. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte, rouge. Élise cessa de respirer. « Je sais que c'est rapide, » dit Damien. « Je sais que ça ne fait pas longtemps. Je sais que tu as 1000 raisons de dire non. Mais je sais aussi que la vie est trop courte pour attendre le moment parfait. » Il ouvrit la boîte. Une bague, simple, élégante, parfaite. « Élise, acceptes-tu de me donner une chance, de te rendre heureuse pour le reste de ta vie ?» Le restaurant entier s'était arrêté. Tout le monde regardait. Tout le monde attendait. Tout le monde retenait son souffle. Élise regarda la bague, regarda Damien, regarda l'homme qui avait sauvé ses filles, qui l'avait sauvé elle, qui avait montré qu'il existait encore des gens bien dans le monde. Et elle dit, le seul mot qui comptait, oui. Le restaurant explosa en applaudissements. Des employés qui pleuraient, des clients qui acclamaient, Sophie et Léa courant de quelque part, en criant « Maman va se marier, maman va se marier !» Et au milieu de tout ce chaos, Damien passa la bague au doigt d'Élise et l'embrassa pour la première fois. Un baiser qui avait le goût de la promesse, de l'avenir, d'une vie, qu'aucun des deux n'espérait, mais que les deux méritaient. Vous avez 2 choix maintenant. Oubliez cette histoire et continuez votre chemin. Ou accepter que l'amour peut apparaître dans les moments les plus inattendus, dans les endroits les plus improbables, de la manière la plus extraordinaire. 1 an plus tard, ils se marièrent. Sophie et Léa portèrent les alliances. La cérémonie eut lieu au restaurant, à la table 17, où tout avait commencé. Tous les employés furent invités, toutes les personnes
que M. Dubois avait blessés, au fil des années, étaient là, tous célébrant, non seulement un mariage, mais une victoire, une preuve que la justice existe, que les monstres peuvent être vaincus, que les fins heureuses ne sont pas réservées aux contes de fées. Élise portait une robe blanche, simple, élégante, parfaite pour elle, autour du cou, un collier avec 2 pierres, une pour Sophie, une pour Léa. Damian portait le même costume noir que cette première nuit, la même montre, les mêmes chaussures, mais avec quelque chose de différent, dans sa poche. Pas la photo d'Isabelle. La photo était toujours là, elle le serait toujours, mais il y avait maintenant une autre photo à côté, une photo de 4 personnes, lui, Élise, Sophie, Léa, une nouvelle famille, construite sur les ruines de 2 anciennes. Quand le prêtre demanda s'il acceptait Élise comme épouse, Damien répondit, avec la voix ferme qu'il avait toujours eue, « Oui, je le veux. » Quand il lui demanda si elle l'acceptait comme mari, Élise répondit, en le regardant dans les yeux, « Depuis la table 17. » Et tout le monde rit, et tout le monde pleura, et tout le monde comprit. Parce que certaines histoires commencent par une tragédie, commencent par la douleur, commencent par un corps qui s'écrase sur une table, et le son de 50 personnes, en silence. Mais les meilleures histoires ne se terminent pas là. Les meilleures histoires se terminent par un oui, par un baiser, par une famille, par un restaurant, appelé « seconde chance », où une plaque sur la porte dit quelque chose qu'Élise a écrit le jour de l'inauguration. Ici, personne n'est invisible. Et elle regarda, le restaurant maintenant plein, les tables occupées, les employés souriants, Damien servant de l'eau à Sophie et Léa, qui avaient insisté pour dîner là ce soir-là. Et elle se souvint de cette première nuit. Quand elle entra par la porte, avec un CV froissé et la peur dans les yeux, quand elle pensait que le monde n'était fait que de M. Dubois, quand elle croyait qu'elle était seule, elle ne l'était pas, elle ne l'avait jamais été. Et maintenant, regardant sa famille, sa vie, tout ce qu'elle avait conquis, elle comprit finalement. Parfois, l'univers nous met à terre, nous jette sur une table, déchire notre uniforme, tire nos cheveux, fait en sorte que tout le monde assiste à notre humiliation. Mais parfois, seulement parfois, il y a quelqu'un à la table 17, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui ne va pas rester silencieux, quelqu'un qui va se lever. Et tout changer. Élise sourit, la première fois qu'elle souriait ainsi, depuis qu'elle pouvait se souvenir, parce qu'elle avait trouvé ce quelqu'un, et il l'avait trouvé, elle, et ensemble. Ils avaient prouvé que même les pires départs peuvent avoir les meilleures fins. Vous vous souvenez du bruit du corps qui s'écrase sur la table, du silence du restaurant, de la douleur dans ses yeux. Maintenant, regardez-la, regardez où elle est, regardez qui elle est devenue, et comprenez que toute histoire peut changer, y compris la vôtre.